il y a pas mal de gens qui vont au Puy du Fou en ayant parfaitement conscience que c'est une vision orientée, tronquée de l'histoire, et qui, dans leurs commentaires, disent « On a trouvé ça très bien, le personnel est adorable, mais quand même, c'est une vision très catholique, très royale et très aristocratique de l'histoire et qui pose des problèmes. » Et tout le temps, la réponse qui est quasi du copier-coller, c'est « Alors nous sommes très contents que vous ayez passé un bon séjour. » Et bon, en même temps, c'est normal, c'est poli. Et suivi de « Mais vous savez, c'est un parc de divertissement, nous n'avons aucune prétention. » Sauf qu'ils ont une prétention. Bon, eh bien, nous allons commencer. D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci à vous de nous avoir rejoints si nombreux pour cette rencontre ici à Barricade à Liège. Rencontre co-organisée donc, par les territoires de la mémoire et Barricade, que nous remercions de nous accueillir en ces locaux. Et c'est une rencontre autour d'un livre et avec une de ses autrices, Mathilde Larère. Bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous avoir rejoints ici. C'est un très très grand plaisir, un grand honneur même d'abord de faire votre connaissance et puis ensuite de pouvoir discuter avec vous de ce livre intitulé Le Puy du Faux, livre récent. Ah, on nous rejoint encore, je vous en prie. Donc Le Puy du Faux, bouquin sorti cette année, enfin l'année dernière, en 2022, aux éditions Les Arènes, coécrit à 4 auteurs, dont vous êtes l'une d'entre eux. Alors pour faire un pitch un peu caricatural, en gros vous racontez une virée entre copains dans un parc d'attractions situé en Vendée, voilà, chouette région. Sauf ça, que c'est évidemment, vrai. Ah bah oui, quand même. Sauf que les copains en question, bah, c'est des collègues en réalité. Vous êtes tous les 4 historiens et le parc d'attractions n'est pas non plus n'importe quel parc d'attractions puisqu'il s'agit du Puy du Fou, situé donc en Vendée. Alors, je vais vous demander peut-être de nous expliquer quel est l'enjeu, pourquoi 4 historiens décident à un moment d'aller faire une virée au Puy du Fou, pendant plusieurs jours en plus. Qui plus est, qu'êtes-vous allé faire au Puy du Fou ? Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Qui est déjà allé au Puy du Fou ? Ouais. Ça, non, mais quand on demande en France, c'est tout le monde. Hein. Ah ouais, non, c'est dingue. Et alors, pour ceux qui ne sont pas allés, mais bon, peut-être, j'imagine que vous savez quand même ce que c'est. Donc, le Puy du Fou, c'est vraiment le bébé de Philippe de Villiers, hein, lequel, tout en se présentant comme un self-made mad qui a tout fait tout seul, est en fait assez un fils d'eux. Hein. Il a été vachement aidé par les réseaux politiques et financiers de son père, et qui a monté, je crois qu'il y a maintenant, c'était les 40 ans, d'abord un spectacle qui s'appelle maintenant la Cinécénie, au Puy du Fou. C'est-à-dire qu'autour d'un vieux château un peu délabré, il crée un spectacle, et au début, son idée était vraiment de corriger ce qu'il appelle l'oubli, le tabou sur les morts de Vendée et sur la guerre de Vendée. Donc il est, dès le départ, dans une démarche mémorielle, et dans une lecture de la Révolution française, son idée étant de montrer que les révolutionnaires ont massacré les Vendéens. On est un peu avant la sortie de la thèse de Ronald Sécher, qui est quelqu'un qui a soutenu une thèse à Lyon, une thèse de complaisance, hein, qui après a été très critiquée à l'université, mais le jury étant acquis, il a été docteur, donc il peut se targuer de la légitimité docteur de l'université de Lyon 2, et qui a fait une thèse sur je mets des guillemets parce que le terme est éminemment critiqué et rejeté par les historiens de la Révolution, une thèse sur le génocide vendéen. Et donc, toute l'idée de Philippe de Villiers, c'est de faire un spectacle qui, pour lui, rendrait hommage à ces martyrs du génocide vendéen. Donc ça, c'était au départ. Et l'autre, à la base aussi, c'est essentiellement des bénévoles qui travaillaient dans ce premier spectacle. Donc il fait travailler les villages de la région, ce qui lui permet de se faire une clientèle politique, qui va lui permettre d'ailleurs d'avoir une carrière politique assez réussie dans le coin.
Et petit à petit, ça a monté en gamme. Il a commencé à construire un village, un faux village autour de sa cinécénie, puis des spectacles, cette fois en dur, qui sont beaucoup plus pérennes. Et on est maintenant avec une emprise territoriale très importante, avec d'ailleurs un très gros problème de grignotage des terres agricoles. Les paysans du coin sont absolument furax parce qu'il prend des terres agricoles tout à fait utiles et qu'il rachète grâce à sa manne financière à des paysans qu'on aurait bien besoin de conserver ça en terres agricoles. Et on a maintenant, alors je ne me souviens plus le nombre d'hectares, parce que à l'époque, je me rappelais, mais c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on peut... nous, on y est effectivement passé 3 jours, on faisait 18 km à pied par jour dans le parc, parce que c'est vraiment très très grand, quoi. Avec toutes les périodes historiques désormais traitées. Donc le premier spectacle, c'est sur les Gaulois. Les derniers, le dernier en dur, c'est sur la Première Guerre mondiale, mais dans la cinécénie, on va jusqu'à 39-45, donc une large couverture chronologique, une énorme emprise au sol, différents types de spectacles, soit vraiment des spectacles, soit ce qu'il appelle des spectacles immersifs, donc on se balade, soit dans les tranchées, soit dans le vieux château, soit dans une espèce de bateau de la Pérouse reconstitué. Là, il y a quelques acteurs qui jouent des scènes, mais pas tant que ça. Et c'est surtout des effets spéciaux, des effets de lumière, etc. Et puis des villages ou surtout des villages que la ville, il n'aime pas. Donc des villages reconstitués, cité médiévale, cité gallo-romaine, cité moderne et le village 1900. Donc c'est assez énorme. Après je reviendrai sur le truc. Donc, ce qui fait que le côté génocide vendéen a été largement dépassé et c'est désormais toute une écriture de l'histoire sur plus de 20 siècles qui est présentée et qui est une écriture profondément politique et assumée comme telle. Il faut voir que... dans plein d'interviews, on a travaillé sur ces interviews avant de faire le bouquin, dans plein d'interviews, Philippe de Villiers dit lui-même « ça m'a servi à faire passer des idées ». Et quand, à un moment, il avait même envisagé d'être candidat à la présidentielle, pas la dernière mais celle d'avant, il a renoncé. Et dans une interview, il dit « de toute façon, je fais passer beaucoup plus d'idées dans mon Puy du Fou qu'en étant candidat à la présidentielle ». Et il a parfaitement conscience que sa bataille culturelle se mène là. Donc ça fait un petit bout de temps que les historiens s'intéressaient au Puy du Fou, c'est pas neuf, L'un des premiers étant le spécialiste de la Vendée et des massacres de Vendée, parce qu'il y a des massacres en Vendée, il n'y a pas de génocide, mais il y a des massacres. Jean-Clément Martin, qui avait commencé à travailler là-dessus, Michel Vauvel aussi, Guillaume Mazot par la suite. Donc essentiellement, jusque-là, les historiens avaient regardé la mise en récit et en spectacle de la Révolution française au Puy du Fou. Mais nous, on s'est dit, vu que ça couvre tout l'arc chronologique, il faut prendre au sérieux, en fait, cette ambition du Puy du Fou. Et donc, on y est allé avec Pauline Ducré, qui est antiquisante, ce qui lui permettait d'analyser les spectacles du Stadium romain et la cité romaine. Donc, Florian Besson, qui est médiéviste, et qui était donc plutôt chargé de regarder tout ce qui se dit sur Clovis, Saint-Louis et autres médiévaleries du moment. Guillaume Lancereau, qui est moderniste, alors il est plus spécialiste de la Révolution, parce qu'on voulait quand même quelqu'un d'un peu solide sur les questions révolutionnaires, mais qui a regardé aussi ce qui se disait sur la Renaissance et la période moderne. Et moi, j'étais en renfort sur la Révolution française, que je connais quand même aussi, et sur l'époque contemporaine. C'est-à-dire que, alors, il n'y a pas de spectacle vraiment sur l'époque contemporaine. Il y a le village 1900 avec des spectacles d'automates, mais ce n'était pas inintéressant à regarder, et la guerre de 14-18. Donc voilà, on y est allé pour ça, pour voir si les critiques qui avaient été faites et sur lesquelles on n'allait pas apporter grand-chose sur la représentation de la Révolution française se retrouvaient et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. Est-ce que cette lecture réactionnaire, alors ça c'est notre conclusion, mais
on avait des a priori, forcément, puisque les gens avaient déjà largement écrit sur uniquement le spectacle vendéen. Et d'ailleurs, ça recommence là avec la sortie du film, hein, Vaincre ou mourir. Enfin, nous, on appelle ça Vaincre ou vomir. Mais voilà, il y a quand même une bloc vraiment sur la Révolution française, mais on voulait voir dans quelle mesure ça se retrouvait dans l'écriture générale de l'histoire dans le Puy. Donc, après, je vais te relaisser poser une question, mais je continue. Donc, on est effectivement parti à 4. Et voilà, on a fait des choses sérieusement, à savoir qu'on a bien dû effectivement partir presque 4 jours, parce qu'on voulait voir tous les spectacles. Et en fait, il y a 18 spectacles à peu près. Je compte dedans à la fois les spectacles immersifs et les cités. Il y a quand même 18 choses à voir. Et on est parti avec nos carnets, on a pris nos notes, on a regardé, on a noté. Certains spectacles, on y retournait plusieurs fois pour être sûr de ne pas avoir loupé des choses. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a des vidéos. Donc, on avait négocié avec la maison d'édition, on a pu acheter les vidéos des spectacles. Donc, si on avait loupé des choses, on pouvait les revoir après. Voilà, on y est allé en chercheur. Hein, donc, c'est effectivement... En plus, on ne se connaissait pas au départ. Hein. Moi, je connaissais un tout petit peu Florian Besson, mais uniquement virtuellement. Hein. On s'était envoyé des messages sur Twitter, mais on ne se connaissait pas in real life, comme on dit. Les autres, je ne les connaissais pas du tout. Et de fait, on est devenus copains, parce que franchement, quand on doit supporter 4 jours depuis du fou, à la fin, on est potes. Hein. Mais voilà, on y est vraiment allé en scientifique. On a lu beaucoup avant, on a lu beaucoup après, et on avait envie de faire cette étude sur le temps long de comment s'écrit l'histoire au Puy du Fou et pourquoi est-ce qu'elle s'écrit comme ça. Et c'était ça notre objectif. Alors déjà, un premier renseignement, c'est que quand on est historien, manifestement, on paye de sa personne, hein, quand on va sur le terrain. Ah, ça... Clairement. Bah oui. Maintenant, dans l'observation que vous avez pu faire des différents spectacles, alors ça a été très loin, hein, un spectacle, menu de restaurant, décoration oui, mais ça c'est drôle, parce que, excuse-moi, je te coupe, hein, mais c'est très drôle parce que, bon, donc, quand le livre est sorti... on a subi des attaques extrêmement violentes, évidemment de tous ceux qui aiment le Puy du Fou, de toute la droite, en gros de l'extrême droite à la droite réactionnaire. Mais vraiment, moi ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, j'écris beaucoup sur les questions de féminisme, sur les questions de révolution. Donc les attaques sur les réseaux sociaux, je connais. J'avais jamais vu ça. Enfin, c'était vraiment tout, mais pas le Puy du Fou. On ne touche pas au Puy du Fou. Et on a eu des articles de Valeurs Actuelles, une émission entière de CNews pour nous défoncer, les grandes gueules sur RMC pour nous défoncer. Enfin, ça a été vraiment très, très violent. Et dans certains cas, ils essayaient de se foutre de notre gueule. Hein. Et un des trucs, c'est « Oh, ils ont même regardé les menus !» Mais en fait, oui, le propre de l'historien, c'est d'aller regarder les détails. Et justement, ces menus étaient extrêmement symptomatiques, en fait. Ils étaient intéressants à étudier. Ils étaient surtout très sexistes. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait toujours un menu fille, un menu garçon. Donc, le menu de la reine Guenièvre, le menu du chevalier Boyard. Alors, la reine Guenièvre, elle bouffait des légumes. Et le chevalier, il mangeait de la viande, entrée, plat, quasi dessert, quoi. Donc, c'était quand même intéressant de le voir. C'est ça, en fait. Mais c'est assez drôle. C'est quand on met souvent le doigt sur des pépites sexistes ou racistes que ça dégoupille de plus en face. C'est étonnant, je trouve, à quel point les détails font vriller... parce qu'en fait, en même temps, c'est très difficile de contrecarrer pourquoi est-ce que les nanas devraient manger des légumes et les mecs seulement devraient manger de la viande. C'est comme, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire, mais Sandrine Rousseau avec son barbecue, ça a donné des trucs. C'était un constat. Nous, c'est pareil. On constate que les menus sont différents au Puy du Fou. Et on leur a beaucoup dit, mais enfin, un historien, de toute façon, on travaille sur du détail, ça fait partie de notre attitude de chercheur et de chercheuse que d'aller regarder. C'est vrai qu'on a aussi regardé les pictogrammes des toilettes, c'était rigolo, parce que tout comme eux soignent les détails, c'était finalement les respecter que de regarder les détails qu'ils soignent. Donc on a regardé. Oui, bien sûr. Alors, c'est déjà le sexisme, c'est un premier constat. Hein. On pourra peut-être le développer encore un peu tout à l'heure. Mais donc vous faites une analyse critique, hein, une critique, pas une critique historique, mais presque du lieu.
Alors, au-delà des différents anachronismes, erreurs ou fautes de chronologie qui sont assez propres aux gens, hein, bon, Oui, il est oui, évident qu'on n'est pas puis on n'était pas là enfin, c'est ce que j'écris dans l'intro, on n'est pas arrivé en prof avec nos stylos rouges pour écrire dans la marche, faux, erreur de date, enfin c'était, les erreurs en tant que telles, c'était pas le plus grave. Hein, à la limite, c'est moins les erreurs qui sont à noter que les efforts de cohérence entre les différentes époques, les différents spectacles, vous le dites très bien, c'est extrêmement cohérent, et c'est cohérent parce qu'il y a une série de fils rouges comme ça qui sont tirés d'une époque à l'autre, qui, eux, par contre, sont représentatifs alors d'un certain discours politique, crypto-politique, parce qu'il se cache dans les creux, quelque part. Ouais, des fois c'est assez... Alors parfois c'est très évident, parfois vous le dites aussi, c'est des petits détails, des trucs qui sont lancés comme ça. Alors quelques exemples de fils rouges, par exemple. Alors en fait, non, de toute façon, tous les spectacles sont construits de la même façon. Au début, les paysans, les paysannes, il y a quand même des paysannes aussi, enfin en tout cas les communautés villageoises vivent heureuses, aiment leur seigneur qui leur apporte la paix et le bonheur. Ils dansent, ils chantent, ils se marient, tout va bien, c'est vraiment super. Même si le roi est là, on aime le roi, l'église est présente, on aime l'église, tout va bien. Et puis arrive un élément étranger. C'est facile, on le reconnaît très vite, il est en rouge ou en noir. Alors que les autres, ils sont bleus et en blanc. Donc, arrive l'élément étranger. Alors, il arrive sur un cheval, il fait du spectacle, donc c'est comme ça, les gens sont contents, ils applaudissent, il y a des oiseaux qui volent et tout ça. Bon, bref. L'élément étranger, ça peut être les Anglais, ça peut être les Vikings, ça peut être... Donc là, c'est enfin, dans des situations de guerre. Plus tard, ce sera les Allemands. Mais l'élément étranger, c'est aussi la République, hein, les armées de la République, la Révolution. Je vous laisse vous installer, non, peut-être. Donc l'élément étranger arrive et massacre. Parce que l'étranger est une menace. Donc là, on a le moment massacre, pyrotechnie, feu, tout tombe. Et ensuite, il va falloir quelque chose pour sauver la belle communauté villageoise regroupée autour de son seigneur et de sa seigneuresse qui se marient et qu'ils aiment tant. Il va falloir un élément pour aider. Cet élément, c'est soit un miracle religieux, donc une statue, Dieu, Jeanne d'Arc, bon, soit le roi. Et une fois que ou Dieu ou le roi a sauvé, on retourne à cette magnifique communauté villageoise, sans la moindre tension sociale, sans la moindre tension de genre non plus, et qui remercie son seigneur, son roi et sa foi d'avoir sauvé le village. Et ils sont tous comme ça, du stadium romain à la guerre de 14. Et en fait, alors c'est une trame narrative facile à comprendre, hein, situation équilibrée, déséquilibre, restauration de l'équilibre. Mais d'abord, ça pose problème, ça donne l'impression que c'est toujours la même chose dans l'histoire, alors que le propre de l'histoire est de montrer quand même qu'il y a un certain nombre de changements. C'est le cas de le dire, les Deus ex machina, c'est toujours Dieu, la religion, et puis c'est forcément la religion catholique. Le plus drôle, c'est que le Puy du Fou est situé dans les terres les plus protestantes de Vendée. Et la Vendée, de fait, est quand même une région... de toute façon, la France était une terre catholique, mais la Vendée particulièrement, c'est la terre de résistance de l'armée royale catholique pendant la Révolution. Mais là, la commune où c'est un des endroits où il y a eu beaucoup de protestants. Et d'ailleurs, quand on s'est promené après autour, hein, on a visité... Vous voulez voir un peu comment c'était dans les autres châteaux, comment est-ce qu'ils jouaient de la mémoire, et on est tombé sur des musées des protestants. Parce qu'en fait, c'est une terre protestante. Donc, c'est encore plus dingue. Il n'y a pas la moindre mention du protestantisme dans tout le Puy du Fou. Donc, c'est ça, cette trame qui revient en permanence, avec ce qui est dit toujours, c'est les dominants, les élites, seigneurs ou chefs de tribu dans le stadium gaulois font du bien à la communauté, soudent la communauté, se préoccupent de la communauté. Les églises se préoccupent de la communauté, soudent la communauté, etc. Les seigneurs servent le roi sert les seigneurs, le dieu sert tout le monde.
Et au bout du compte, tout le reste est mauvais. Donc la révolution est mauvaise, la République est mauvaise, le mouvement social, ils ne savent même pas que ça existe, mais de toute façon, ça c'est pas possible. Les paysans sont très bien, sont très heureux, tout va bien. Voilà. Donc c'est ça qui est terrible et qui est ratiociné de spectacle en permanence. Il y a cette notion que vous dites vraiment de fixité, c'est-à-dire que on non seulement fige l'histoire, on fige le temps. On a l'impression que c'est une répétition éternelle des mêmes schémas, des mêmes épisodes, mais on fige l'espace aussi. C'est-à-dire que quand on lit le livre, et je suppose que quand on va au Puy du Fou, on a l'impression que quasiment toute l'histoire de France passe à un moment donné par le Puy du Fou. On peut quasiment tout expliquer par le seul point de vue du Puy du Fou. Oui, alors ça c'est le choix de Villiers, c'est son côté localiste et qui en plus explique, parce qu'il fait sa carrière politique locale, et donc effectivement, c'est un peu tout vu par lorgnette du Puy du Fou, ce qui fonctionne de moins en moins, puisque au début, c'était essentiellement un parc où c'est les gens de la région qui y allaient. Maintenant, non seulement c'est de toute la France, et même il y a beaucoup de spectateurs qui viennent d'autres pays. Il y a même des Américains qui vont au Puy du Fou. 2 millions de visiteurs par an. Ah non, mais c'est dingue en fait, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, oui, c'est vrai. Ah non, puis non seulement il y a le parc, mais autour il y a les hôtels. Nous, on s'y est pris quand même assez tôt pour faire notre enquête. On n'avait pas d'hôtel, on était un hôtel à 40 km parce qu'il n'y en avait pas, tout était plein. Et on n'avait pas méga envie de se la faire en camping, surtout qu'on a bien raison parce qu'il faisait un temps de merde quand on y allait. Mais non, ça marche. Et par exemple, juste après le Covid et le confinement, ça a été le premier parc ouvert. Quand rien n'avait le droit de réouvrir, le président Macron a autorisé De Villiers à réouvrir. Ce qui a fait scandale d'ailleurs. Mais c'est intéressant, c'est parce que vous venez de dire... Je repasse au vouvoiement, non, mais de dire deux choses intéressantes. D'une part, c'est que ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne pas seulement au niveau... Alors, ça fonctionne en termes de nombre. 2 millions de visiteurs par an, c'est absolument colossal. Mais ça fonctionne aussi sur le fond, pourrait-on l'appeler comme ça, mais enfin, sur le message. On est pris dans les spectacles. Même si on a un regard critique, il y a les mises en scène. Alors, moi, je ne sais pas, je ne suis jamais allé... C'est réussi. C'est réussi. Mais ça fonctionne politiquement aussi, dans la mesure où on peut compter déjà tous les présidents qui sont de la République qui sont passés par là, qui sont allés visiter et donc donner un aval, une sanction politique favorable à ce projet. Oui, puis ça, de facto, ça fonctionne économiquement. Ils arrivent à générer du fric puisqu'ils peuvent réinvestir. Et de fait, ils réinvestissent. Les seuls historiens qui se sont fait attaquer par le Puy du Fou en justice, c'est les collègues médiévistes qui avaient... Parce que, il y a pas mal de clous du spectacle dans le truc, et notamment De Villiers laisse à penser qu'il aurait l'anneau de Jeanne d'Arc. Qui est présenté de façon quasi reliquaire à la suite d'un des parcours immersifs. Et deux historiens, et là c'est horrible parce que leur nom m'échappe, parce que je suis... Blanc et... en plus, mais bon, bref, ça va me revenir. Et ils ont fait une tribune assez rapide dans Le Monde, dans lequel ils disaient que les historiens médiévistes ne peuvent pas dire « ce n'est pas l'anneau de Jeanne d'Arc », mais on ne peut pas dire « c'est l'anneau de Jeanne d'Arc ». La seule chose que peuvent dire les historiens, c'est « on ne sait pas ». Et par conséquent, affirmer que c'est l'anneau de Jeanne d'Arc, là, par contre, c'est malhonnête. Or, dans cet article, il disait que De Villiers, en fait, s'enrichissait grâce à ça. Et là, il a été attaqué en diffamation, parce que, de fait, c'est du réinvestissement. À nouveau en grignotant les terres agricoles de la région. Vous expliquez que ce fameux anneau est intégré dans la mise en scène. Ah non, mais on est quasiment dans une espèce de pèlerinage. Ah non, mais tout nous pousse à arriver vers cet anneau. Non, mais ça, c'est un des pires spectacles immersifs. C'est-à-dire que on se retrouve d'abord
Bon, je passe les premières salles, mais à un moment, on arrive dans une espèce de grande galerie des batailles, une espèce de fausse, d'ailleurs, galerie des batailles, comme au château de Versailles, mais dans le château du Puy. Et arrive le roi François Ier, avec sa femme, parce qu'il y a toute une valorisation du mariage. Évidemment, il n'est pas dit que c'est sa deuxième, la première, il l'avait vidée. Enfin bon, bref, en termes de modèle de mariage, on repassera. Et on est invité par une voix off à s'agenouiller devant le roi. Et nous, là, on était dans le spectacle, on a été les 4 à rester debout. On n'allait pas s'agenouiller devant le roi. Mais tous les autres... comme ça, parce que voilà, ça donne envie de participer, sauf que résultat, on s'est agenouillé devant le roi. Après, on continue, on arrive dans une espèce de salle où une espèce de faux chevalier écrit avec une plume du 19e siècle, alors c'est censé être un chevalier à l'époque de Jeanne d'Arc, hein. Et c'est hyper logique, il écrit avec tout son truc de chevalier, parce que c'est vachement facile d'écrire avec... Donc déjà, nous, on rigolait bien, mais enfin bon, il écrit une espèce de chronique qui est censée expliquer que c'est bien l'anneau de Jeanne d'Arc. Donc il y a en plus une invention de source, parce qu'évidemment cet écrit n'existe pas. Mais il y a les effets de réel, du chevalier, ça fait Moyen-Âge, c'est bon, de la plume, alors qu'en fait quand on connaît, c'est pas le bon modèle, enfin bon, bref. Et après, on a dans un reliquaire l'anneau dans une pièce complètement à part. Non, c'est... Là, le Florian et Pauline, ils étaient en PLS. Hein. Nous, avec Guillaume, on rigolait. On voyait pas tout. Nous, on n'a pas. Quand on a vu le chevalier et tout, on a trouvé ça rigolo. Mais c'est plutôt quand tu veux qu'ils écrivent en armure. Après, ça nous saute aux yeux, mais naturellement. Donc oui, l'anneau, c'était. Je sais plus si c'était la question au départ, mais je me suis embarquée là-dedans. C'est le fait que ça fonctionne. Oui, non, voilà. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça fonctionne économiquement, mais c'est pas pour sa fortune personnelle. En tout cas, personne n'a réussi à le démontrer pour l'instant. Donc là-dessus, il attaque. Et oui, ça fonctionne. Enfin, pour ceux qui y sont allés. Alors c'est classique, hein. C'est du feu d'artifice de base, c'est de la voltige équestre. Par rapport à ce qu'on peut faire maintenant, justement, en pyrotechnie ou en voltige. C'est du spectacle à la papa, quand même. Hein. Mais, voilà, c'est objectivement joli. Il y a un fric de dingue. Je racontais à une copine qui est un peu dans le monde du spectacle vivant, et quand je lui racontais les spectacles, elle me disait, quand tu me racontes, j'ai l'impression de voir les centaines de milliers qui tombent tellement, c'est pété de thunes pour faire des trucs comme ça. Donc ça fonctionne, mais il y a énormément d'argent dedans. Et les détails sont soignés. Les villages, c'est pas du carton-plâtre. C'est vraiment de la pierre, c'est vraiment du bois, parce que c'est pas Disney. Disney, ça pue le faux. Là, c'est vraiment bien fait. Et même, l'illusion est bien faite. On est vraiment dans une espèce. L'illusion est très très bien faite parce que c'est les vrais matériaux. Parce que alors après, c'est-à-dire que les sculptures, les bas-reliefs vont être juste parfaits, sauf. En tout cas, ils sont très bien réalisés, sauf que dans un village du 12e, il y a en fait des formes iconographiques qui datent du 15e et qui sont impossibles. Voilà. Mais là, c'est là qu'on voit ils auraient pu vraiment bosser et faire des reconstitutions très sérieuses. Là, en gros, on voit, elle est jolie cette fleur, on va la mettre, sauf qu'en fait, cette fleur, c'est con, c'est une fleur d'Amérique, elle pouvait pas être là au 12e parce qu'on n'avait pas encore découvert. Un des arguments du parc, c'est de dire c'est un parc historique. Alors non. Et c'est ça qui est très compliqué, et c'est là qu'ils sont très, très ambigus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout clairs. D'un côté, ils vont dire l'histoire vous attend, et dans les boutiques, parce que les boutiques étaient passionnantes, hein, on a beaucoup scruté les boutiques, on nous l'a beaucoup reproché, et il y a tout un tas de supports pédagogiques, mais en même temps, dès que, en tant qu'historien, on attaque, et historienne, on attaque en disant non, ça ne va pas. Enfin, si vraiment vous dites que c'est un parc historique, soyez solide historiquement. Enfin, vous ne pouvez pas dire que c'est un parc historique et vous asseoir. C'est même pas une question de s'asseoir sur l'historiographie la plus récente, c'est-à-dire que c'est faux ce qu'il raconte.
Dans le document pédagogique. Oui, ah non, mais partout. Ouais. Destination des enfants. Alors ça, c'est un autre problème. Voire des enseignants. Et là, dès qu'on fait cette attaque, c'est « Mais non, c'est du divertissement, mais enfin, voyons, c'est un parc de divertissement, nous avons bien conscience. » Moi, j'ai travaillé en amont de la visite, j'ai regardé tous les commentaires sur TripAdvisor et autres, parce que c'est intéressant de voir ce que les gens disent. Et alors, en fait, il y a pas mal de gens qui vont au Puy du Fou en ayant parfaitement conscience que c'est une vision orientée, tronquée de l'histoire, et qui, dans leurs commentaires, disent « On a trouvé ça très bien, le personnel est adorable, mais quand même, c'est une vision très catholique, très royale et très aristocratique de l'histoire et qui pose des problèmes. » Et tout le temps, la réponse qui est quasi du copier-coller, c'est « Alors nous sommes très contents que vous ayez passé un bon séjour. » Et bon, en même temps, c'est normal, c'est poli. Et suivi de « Mais vous savez, c'est un parc de divertissement, nous n'avons aucune prétention. » Sauf qu'ils ont une prétention. Et en fait, c'est toujours le double truc. Parce que nous, quand on est sortis dans les attaques, pour se moquer de nous, il disait qu'on allait ensuite faire le parc Astérix et montrer que la vie des Gaulois n'était pas comme dans le parc Astérix. Il y en a même un, mais par ailleurs, c'était hyper malin. J'espère qu'on l'a archivé, je crois, avec Florian, qui a fait comme si on faisait l'histoire, justement, la même chose, le parc Astérix du Faux, en singeant la couverture, en reprenant nos formules. Donc, je veux dire, il a fait un gros travail et le type qui a fait ça était tout sauf bête. Sauf qu'on a répondu en disant, mais enfin, au parc Astérix, il n'y a pas une boutique avec des ouvrages pédagogiques à destination des enfants de 6, 8, 13 et des adultes pour expliquer que tout ce qui est dit dedans est vrai. Ils sont toujours dans cette ambiguïté, en permanence. Nous sommes là pour divertir. Et à côté de ça, donc comme je disais tout à l'heure, De Villiers qui dit « Je fais passer plus d'idées dans le Puy du Faux. » Mais c'est pareil pour vaincre ou mourir, là. Je lisais un article ce matin qui montrait que Valeurs Actuelles et par ailleurs les groupes d'extrême droite ont envoyé des SMS à tous leurs adhérents en disant « Allez-y, c'est notre bataille culturelle, il faut défendre les films de droite. » C'est écrit dans leur SMS. Mais après, ils vont dire « Mais non, pas du tout, vous voyez de la politique partout, ça n'en est pas. » Bon, déjà, la politique est partout, mais ça, c'est une autre affaire. Mais ils sont très ambigus pour ça, c'est hyper difficile. Vous le dites dans l'introduction, d'abord que ça repose sur la mémoire blessée qui travaille les sociétés de cette région. Parce qu'effectivement, il y a une blessure mémorielle certainement en Vendée. Mais vous écrivez plus loin, le Puy du Fou naît avant tout d'une volonté assumée et jamais démentie, et ça c'est ce que tu nous dis, de mener un combat mémoriel et culturel. Donc on se repose sur une mémoire, sur une blessure mémorielle, on va dire, pour aussi porter un combat culturel. Donc évidemment, on joue sur plusieurs tableaux et on peut passer dans on alimente cette blessure mémorielle parce que et on l'a vu encore là, les interviews au moment de la sortie du film, de dire ce qui est ratiociné dans les interviews de Villiers ou d'autres, ou de ses chairs. On ne parle jamais des massacres de Vendée, c'est un tabou. Voilà, de toute façon, ça c'est une grande rhétorique de l'extrême droite, de dire que c'est un tabou. Je veux dire, il y a des milliers de livres sur les massacres de Vendée, donc il n'y a pas d'oubli de la mémoire, c'est documenté, c'est travaillé, c'est... Ni de l'histoire. Donc, en fait, il n'y a pas de tabou. C'est quelque chose qui est très, très présent, très documenté. Enfin, de toute façon, il n'y a plus du Fou, mais tout le moindre village autour a son mémoriel de Vendée. Donc, c'est là, au moment de la Restauration, plus que ça a été beaucoup mis en place. Donc, c'est faux, par ailleurs. Donc il l'entretient, parce qu'à dire « personne ne parle de vos ancêtres qui sont morts », mais si, on en parle, on en parle même un peu trop, en fait. Enfin, c'était vrai, il y a eu un moment, en fait, avant que Jean-Clément Martin ne commence vraiment ses travaux sur la Vendée, de fait, les historiens s'étaient assez peu penchés sur les massacres de Vendée, ce qui permettait, en fait, qui plus est en face, d'écrire un peu tout et n'importe quoi. Mais depuis les années 80, il y a des travaux nombreux,
appuyé sur tout un tas d'archives, et là, ils ne peuvent pas soutenir qu'on fait découvrir ce qui s'est passé en Vendée et que personne n'en parle, c'est faux. Je voudrais revenir un peu sur les ressorts narratifs de tous ces spectacles-là. On en a discuté un tout petit peu avant la rencontre. Ça fonctionne aussi parce que ça s'appuie sur des ressorts narratifs extrêmement classiques, et ça aussi, vous le dites, et notamment quand il s'agit de la notion de couple et de mariage, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que ce sont des éléments narratifs qu'on retrouve encore actuellement dans les grands récits contemporains, y compris de fiction, y compris grand public. On disait, voilà, dans les séries américaines, par exemple, l'épisode du mariage est un incontournable, c'est un symbole absolument fort qu'on continue à défendre absolument. Et puis, vous mentionnez aussi, toi et tes collègues, la notion de roman national. Ça va puiser aussi dans des sources qui sont anciennes, qui ont été fortement répandues, et donc du coup, le visiteur s'y retrouve assez facilement. Je veux dire, ça parle avec des codes qu'on a tous plus ou moins intégrés consciemment ou inconsciemment. Oui, parce que, alors ça c'est la question on peut appeler ça roman national, récit national, ou Suzanne Citron dans le livre des références, c'est les mythes nationaux, qui ont d'abord été une écriture scolaire de l'histoire, fin Second Empire et début Troisième République, qui ensuite ont un peu disparu de l'écriture de l'histoire, parce que de fait, cette écriture de roman national, qui est une écriture, qui est une vision de l'histoire très linéaire, par ailleurs très téléologique, c'est-à-dire qu'on considère que, en tout cas pour le cas de l'histoire de France, mais c'est vrai dans les autres écritures, va nécessairement vers le progrès. Et en fait, cette écriture de l'histoire, elle n'est plus faisable après la Deuxième Guerre mondiale et l'extermination des Juifs d'Europe. On ne peut pas dire que toute l'histoire va sur le progrès, et le progrès, c'est 6 millions de morts, quoi. Ça a un petit peu empêché d'avoir ce type... C'est à partir de là que le roman national ne se retrouve plus à l'école. Et une vision qui est très politique, qui regarde assez peu le social, qui est une histoire bataille, qui se repose sur... l'analyse des événements, des grandes dates, d'où le terme de bataille, et les grands hommes, hommes. Le seul grand homme étant Jeanne d'Arc, possible, enfin la seule grande femme étant Jeanne d'Arc. Mais sinon, les femmes, no way, quoi. Elles sont absolument absentes de ce récit. Bon, donc ce récit a eu une existence scolaire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, après, il s'effondre, victime de l'impossibilité de continuer cette lecture théologique après le choc de la guerre, victime aussi de l'avancée des recherches historiques qui, finalement, déconstruisent les uns après les autres les mythes sur lesquels ils reposaient. Voilà, Clovis et son baptême, ça ne fonctionne plus, on a travaillé, la plupart des choses ne marchent pas. Victime aussi victime, on a l'impression qu'on va le plaindre, mais en tout cas... c'est pas au sens je suis triste pour le roman national, mon petit roman national, non. Mais disons qu'il meurt aussi face à les nouveaux questionnements en histoire socio-économique, école des annales, etc. Enfin, il y a un moment où on ne s'intéresse plus que uniquement à l'histoire bataille, au renouvellement de l'histoire politique, qui, pareil, ne regarde plus que les grands hommes, mais se met à s'intéresser aux foules, à s'intéresser, ou alors aux constitutions, enfin d'autres approches, de l'histoire du genre, qui atomise la vision très masculine du roman national. Donc, cette écriture de l'histoire n'existe plus, en tout cas à l'université c'est sûr, et n'existe plus vraiment à l'école. Sauf que dans les années 80-90, il va y avoir une récupération par la droite du roman national, ce qui est intéressant parce que à la base, le roman national, c'est, même si ça commence sous le Second Empire, il est assez vite récupéré par la Troisième République, c'est plutôt un roman national de gauche. La République utilisant le roman national pour, contrer la vision plus royaliste de l'histoire. Donc, à la base, le roman national, c'est justement tout va vers
la merveilleuse République. Donc c'est plutôt ça. Or là, la droite reprend cette façon d'écrire l'histoire, cette histoire-bataille, ces grands hommes, cette vision assez linéaire, sauf que c'est pour dire du mal de la République. C'est pour dire que en fait, tout était bien jusqu'à la monarchie, en tout cas ça, c'est comme ça que le fait De Villiers, et après tout se casse la gueule. Et donc le roman national, quelque part, est passé de gauche à droite, si on peut dire. Et on a cette surenchère qui commence à la droite et à l'extrême droite, qui va se mettre d'ailleurs à attaquer l'école. C'est les unes du Figaro récurrentes sur « on n'enseigne plus ». Alors cocher la mention inutile, Jeanne d'Arc, les Lumières, le Saint-Louis à l'école. Tous les profs arrivent en disant « c'est le programme, page 10, regardez, rien à faire ». Régulièrement, on a la une qui dit « on n'enseigne plus à vos enfants ». Sachant que si on leur enseigne, ou alors si on leur enseigne pas, c'est parce que c'est faux, donc c'est pas plus mal qu'on leur enseigne pas. Donc ça, c'est d'un côté une critique de ce qui serait la mort du récit national à l'école, alors qu'en fait c'est juste que l'école enseigne quelque chose qui est fidèle à la recherche. Et d'un autre côté, une réécriture du roman national par la droite traditionnelle ou la droite extrême. Ce qui donne Le Puy du Fou dans la version De Villiers, c'est-à-dire réactionnaire, catholique, royaliste, ce qui donne la réécriture de l'histoire par Zemmour, où là, c'est pas exactement les mêmes, ils sont dans le même genre, mais c'est pas exactement les mêmes. Chez Zemmour, il y a beaucoup plus de trucs sur la colonisation, c'est beaucoup plus raciste. Le Puy du Fou est pas fondamentalement raciste, il est xénophobe, mais c'est pas, il y a quasi rien sur la colonisation, c'est pas leur truc. Zemmour est beaucoup plus sur Napoléon, alors que Napoléon est absent dans du figure mauvaise, on va dire, qu'on voit dans le Puy du Fou, c'est l'Empire romain, par exemple. Donc on va pas très très loin géographiquement. Non, c'est juste. Champs, ah non, mais il faut. C'est local, quoi. Ah non, c'est tant qu'il n'est pas France. Alors. Ça reste européen. Voilà. Non, oui, il faut être le mieux. Bien ce qui est de la France, et dans la France, le mieux, c'est le Puy du Fou. Voilà. Ouais. Et, parce que des fois, Paris est quand même... ça joue le Paris-Province, c'est un vieux conflit qui travaille nos sociétés. Bref. Donc maintenant, c'est la droite qui fait ça. Donc à la fois des politiques qui récupèrent cette histoire, De Villiers est le premier à traduire en politique, utiliser, instrumentaliser le génocide vendéen en politique. Par ailleurs, sinon, des faux historiens, mais terriblement médiatiques, comme Laurent Deutsch, comme Franck Ferrand, comme Stéphane Bern, voilà. Et sauf que là, ils ont des moyens absolument énormes et diffusent une histoire finalement. Enfin, franchement, il y a des épisodes de Secrets d'Histoire qui ressemblent à des chapitres de Zemmour et du Métronome de Laurent Deutsch. C'est la même façon de raconter l'histoire. Après, je vous dis, il y a des petites différences entre les deux. Sauf que le Métronome, c'est des millions d'exemplaires. Secret d'Histoire, c'est des millions de téléspectateurs. Le Puy du Fou, c'est des millions de gens qui vont voir les spectacles. Et là, on est pris à la gorge par ce succès populaire de cette histoire. C'est difficile en face de lutter contre ça. Il n'est pas tout seul. Est-ce qu'il n'y a pas un problème médiatique aussi ? Parce que finalement, la courroie de transmission entre... l'histoire et le grand public, c'est aussi les médias. Or, quand on voit au niveau médiatique, on vient en citer un ou deux, les figures médiatiques qui, on va dire, incarnent la transmission historique, Stéphane Bern, Laurent Deutsch, c'est pas... Que des mecs, hein. Déjà, et puis c'est pas très brillant en termes on va dire, de représentation historique. On reste toujours un peu dans le grand récit classique, les Gaulois, le vase de Soissons. Oui, et puis leur argument est de dire que c'est divertissant, que ça marche. Ça, l'argument de ça marche. J'adore parce que quand c'est Annie Ernaux que ça marche, alors là, d'un seul coup, c'est plus du tout un argument pour eux. Alors là, j'étais pliée de rire. Franchement, quand j'ai vu toute la droite dégoupillée au prix Nobel d'Annie Ernaux, et j'ai pris un malin plaisir à leur dire, alors, je croyais que le fait que ça marche pour la France, c'était quand même... Parce que, puis du coup, on dit, comment vous pouvez attaquer quelque chose qui marche pour la France ? Et alors moi, j'ai fait pareil, je dis, comment pouvez-vous attaquer quelque chose qui marche pour la France, Annie Ernaux ? Donc, l'argument est quand même à double tranchant chez eux. Bref, pourquoi je suis partie de là ?
parle des médias. Donc oui, le gros problème, c'est que Zemmour a été sur CNews, c'est la chaîne Bolloré, c'est un instrument de guerre pour installer une forme d'extrême droite en France. Bon, ça, ok, mais Bern, il est sur France 2, hein. Donc là, c'est quand même méga super flippant. Ouais, mais donc en fait, il y a un gros problème enfin, c'est pas que des chaînes privées qui font ça. Alors vous avez une idée quand même. Merde, il n'y a plus d'eau. Ah bah attends. Alors une des nombreuses très bonnes idées de ce bouquin, on la trouve à la fin. Donc il faut lire tout avant. Ah oui, il faut lire tout avant, sinon après on comprend moins bien la fin. Mais anticipant sans doute une critique assez facile qu'on aurait pu vous faire, c'est facile de critiquer, mais vous avez fait l'exercice d'imaginer alors des scènes, ou voire des spectacles même carrément, qui eux auraient un respect quand même de l'approche historique et de l'historiographie, comment dire, pas dire professionnelle, mais quand même, une historiographie sérieuse. Ouais. Et ça, c'était quand même. Est-ce que tu peux un peu expliquer l'idée et nous dire un peu ce que ça a donné et pourquoi vous avez fait aussi. Alors, on l'a fait exactement pour la raison que tu as donnée, à savoir que on l'a vu venir, la critique. Essayez vous aussi. Ce qui est une critique, qui est générale, parce que qui est de bonne guerre. Et de fait, face à l'offensive Bernadotte, etc., on a souvent dit, et j'entends cette critique, oui, mais vous, les universitaires, vous faites des articles chiants. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et par ailleurs, je pense que c'est un gros problème de l'écriture de l'histoire en France. En tout cas, je ne sais pas comment c'est, je connais mal les écrits, l'histoire belge, mais on était moins chiant dans les années 60. Enfin, je veux dire, Duby, c'était moins chiant. Mathiez, sur la Révolution française, c'était pas chiant. Moi, j'ai l'impression que mes collègues, et j'ai pu le faire aussi au début, par, je sais pas, espèce de sentiment de l'imposteur, besoin de légitimité, on s'est mis à name-dropper comme des dingues, à mettre des concepts à rallonge, à changer des noms. Alors, à un moment, c'est champ des possibles, on fout champ des possibles tous les 10 mots. Après, c'est possible non advenu, alors on met possible non advenu en permanence. Bref, et puis des notes en bas de page comme ça, faisant référence à des articles que personne n'a lu, mais on fait croire qu'on est... Enfin bon. Et oui, oui, c'est ça, on est devenu chiant, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs assez embêtant parce que moi, face à mes étudiants, résultat, je leur donne beaucoup d'articles des années 60, 70, parce qu'en fait, ils sont plus... Parce que si je leur donne... Jean-Clément Martin, c'est hyper bien, j'adore, mais c'est difficile pour les étudiants. Enfin, si on ne peut plus lire un bouquin d'histoire sans avoir un niveau licence 3, voire M2 en histoire, c'est problématique. Donc oui, on est devenu chiant. Enfin, pas tous, hein, mais et d'ailleurs, je le vois sur la Révolution française, hein, pareil, quand je donne des... Parce qu'il y a quand même un moment, il faut que les étudiants disent des livres. Je ne vais pas leur donner des livres français, je leur donne Timothy Tackett. Les Américains sont moins chiants. Ils ont réussi à garder un équilibre entre le récit, à des moments, on incarne, on donne un peu de chair, et à mêler l'analyse. Nous, on a enlevé le récit, on a enlevé la chair, et on est dans l'analyse pure. Alors c'est chouette, mais franchement, sur la plage, c'est pas lisible. Alors qu'en fait, il faudrait avoir des livres d'histoire qui sont... Alors ça commence à changer, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, Jérémy Foa, qui vient de sortir, qui est sorti l'année dernière un livre sur la Saint-Barthélemy, et qui essaie une nouvelle forme d'écriture de l'histoire, qui est à la fois très rigoureuse dans le rapport aux sources, qui est aussi, il montre l'atelier de l'historien, la fabrique de l'histoire. Et ça, en fait, je pense que ça peut intéresser les gens, hein, cette fabrique de l'histoire. Comment on en vient, à partir d'une source, à trouver, en tout cas, à y mettre des hypothèses, et pourquoi des fois on n'est que dans l'hypothèse. Mais il ne le fait pas comme on va le faire dans une thèse, dans le premier chapitre, l'atelier de l'historien ou de l'historienne, qui est vraiment que pour le jury, les autres... Et ils essayent. Donc il y en a qui commencent à essayer. Bref,
Donc nous, on nous fait cette critique. Et c'est pour ça, moi, que voilà, je fais des bouquins de vulgarisation où j'essaie justement d'avoir des approches plus incarnées, j'essaie d'expliciter les concepts, je ne mets pas de notes en bas de page, j'ai relâché la langue universitaire. Je peux vous faire la même en langue super universitaire, vous allez vous faire chier comme des rats morts. Donc voilà, l'objectif, ça marche aussi de changer de registre de langage. Évidemment, ça va dépendre des publics, mais si on est du début à la fin tenu, alors c'est moins grand public, c'est clair. Et puis, je fais de l'histoire sur Twitter, donc je sais que l'argument, oui, mais vous êtes chiant, il faut dire, oui, mais on essaye autre chose. Alors oui, Patrick Boucheron essaye des émissions sur Arte qui sont d'une très grande rigueur historique et en même temps qui jouent un peu avec les codes YouTube. On essaye. Franchement, on est quand même un certain nombre maintenant à essayer. Et donc, comme on était en train de critiquer un parc d'attractions, on n'allait pas en créer un, mais il fallait qu'on dise si nous aussi, nous avions 100 millions d'euros, des milliards d'euros, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme spectacle si le Puy du Fou demandait nous demander ok, allez-y, on vous donne ces terres agricoles qu'on a piquées et vous pouvez faire votre truc, qu'est-ce qu'on proposerait ? Et c'est ça qu'on a fait à la fin. Par exemple, toi, tu t'es attaché à la période début 20e. C'est tout ça. Imaginez comment la Vendée aurait vécu les enjeux sociopolitiques de l'époque. Alors ça donne quoi ? Alors oui, on a chacun fait dans notre période. Alors après, on avait des stratégies différentes. Soit, moi j'en ai fait deux, je suis la seule à en avoir fait deux. Soit créer l'équivalent d'un Puy du Fou, un parc, dans une autre région. Là, j'ai proposé la mine. Et soit essayer de... parce qu'en fait, avec la puissance de la mémoire de minière, je vous l'apprends pas, que c'est quelque chose qui est très ancré dans les territoires, une mémoire très forte dans les populations, la sensation d'injustice à la fermeture des mines, il y a vraiment matière à faire. D'ailleurs, en France, on a les Wards alors moi, je l'avais pas revu avant d'être allée au Puy du Fou, je l'avais vu très longtemps avant, et en y retournant l'année dernière après l'avoir écrit, j'ai vu qu'en plus, ils ont énormément justement avancé et amélioré cet écomusée. Et l'autre, parce que c'est comme mes camarades avaient plutôt essayé de faire quelque chose au Puy du Fou, j'ai essayé de voir comment ancrer toujours cette idée. Si Philippe de Villiers nous disait « Allô, Guillaume, Pauline, Florian et Mathilde, je vous donne 8 millions, allez-y, éclatez-vous. » Ça serait un fameux dilemme quand même. Ça serait un fameux dilemme quand même, si c'est Philippe de Villiers qui Non, mais là, c'est non. C'est comme on ne va pas à CNews. Et non, il y a des trucs, des fois, il ne faut pas transiger. Mais bon, quelqu'un nous disait... Donc, on a essayé de jouer sur le Puy du Fou. Effectivement, en fait, moi, ce qui m'avait marqué, parce que sur les 4, j'étais un peu la plus embêtée parce que y a très peu de choses sur la contemporaine. Et donc, j'avais moins de choses à analyser que mes camarades. Il y a le spectacle immersif dans les tranchées, mais bon, voilà, c'est moins énorme que... Moi, j'avais pas de spectacle, par exemple. J'avais que des mises en scène. C'est pas là qu'il y a les choses les pires. Et donc, en fait, je faisais un peu j'essayais de voir dans tous les spectacles ceux qui relevaient, en fait, un mot que Philippe de Villiers ne pourrait prononcer qu'en en s'étranglant, à savoir l'intersectionnalité. Et donc, je voyais classe, genre... alors, race, il n'y avait pas trop mais dans les différents spectacles. C'est pour ça que c'est moi qui étais chargée de voir les questions de genre, d'où le chapitre sur le genre, et aussi les questions de classe. Et ce qui m'a très vite marqué, c'est qu'il n'y a pas de tension sociale, aucune. Les sociétés sont même dans la société villageoise, ils sont tous au même niveau. Et il y a
tous au même niveau et tous heureux, et le Seigneur qu'on aime. Donc, et aucune tension entre les deux, parce que lui, il les aime aussi, bien sûr. Par exemple, dans la fauconnerie, par exemple. Voilà, c'est ça, voilà. Ouais. Et donc, je voulais faire un spectacle où, justement, tout ce qui était absent, à savoir les tensions de classe, les luttes de classe et les luttes de sexe, soit présentes. Et donc, j'ai proposé... Puis en plus, voilà, parce que comme la démocratie, c'est mal, hein, ça fait partie des trucs rouges et noirs qu'il faut éliminer. Donc, c'est toujours c'est des formes de politique féodale et aristocratique. Donc, je me suis dit, pour aller absolument à l'inverse, on va faire une élection. C'est pas le mieux, j'aurais préféré une grève, par exemple. Mais bon, on va dire une élection, c'est pas inintéressant. Et donc, de proposer un spectacle autour d'une campagne électorale dans laquelle, évidemment, des suffragettes viendraient foutre le bordel, parce que c'était pile poil. Et de fait, j'ai vérifié, il y avait des mouvements suffragettes dans le coin, donc c'était parfait, quoi. Oui, dans le PSA de Villiers, la Vendée n'était pas isolée du reste de la France. Non. Les conflits sociaux ont quand même... Ouais. Ont quand même existé. Oui. Et puis, pour montrer aussi les tensions entre les communautés villageoises et le clergé local, parce que il y a eu aussi des tensions avec le clergé local. Donc, reprendre finalement tous les acteurs qui sont présents et les quelques actrices qui sont présentes dans les spectacles, mais en leur donnant un rôle dans un cadre démocratique néanmoins conflictuel, mais voilà, la démocratie c'est aussi le conflit, et voir comment en fait cette espèce de vision irénique des communautés villageoises ne fonctionne pas, et qu'en réalité, les gens ne sont pas d'accord, il y a des intérêts de classe, il y a des intérêts de genre, et de la complexité... de la complexité et de la conflictualité, oui, voilà, c'est ça. Dans le scénario. Et je suis sûre que ça peut être juste super, mais j'ai pas 10 millions. Non, on lance un appel, Voilà. Si vous connaissez les mécènes. Ce sera un chouette projet. Oui, on va faire ça. Ben voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Moi, je les vois bien, mes suffragettes arrivant, gueulant, enfin... Pas Évidemment, ouais. Qui interpellerait le visiteur. Exactement. Non, c'est ça, Et pourquoi j'aurais pas le droit de vote, moi, hein? Je sais pas si ça existe, c'est quelqu'un... Il y a des pièces, il y a plein de pièces, mais dans un spectacle... Hier, justement, à Bruxelles, on a vu une super pièce sur les femmes révolutionnaires, mais en spectacle parc, j'ai pas vu. En mise en scène de lieu. Faudrait faire un puits de la folle. Non, mais un parc d'attractions historiques, mais cette fois, on le confierait à que des historiens et des historiennes de genre, et que sur l'histoire des femmes. Parce que moi, actuellement, je me bats pour un musée, mais en fait, non, vous avez raison, je manque d'ambition. Je veux un parc d'attractions. Et là, on va bien se marrer. Là, les menus des restos seront... Les menus seront dégenrés, les chiottes seront dégenrées, il y aura des distributeurs de protection périodique absolument dans toutes les toilettes. Non, ce sera super, vachement bien. Alors, on va peut-être se tourner vers la salle. Qu'est-ce que ça vous évoque, là, je ne sais pas si tout le monde a lu le bouquin, sinon je ne vois pas Jérôme, mais je suppose qu'il devait être en vente ici au-dessus. Est-ce que quelqu'un a une question, une remarque? Oui. Vous avez parlé du film Vaincre ou mourir, ce serait intéressant, vous l'avez vu? Non. En fait, ouais, c'est ça. En fait, des quatre, c'est parce qu'il y a eu les avant-premières en décembre, hein. Et en décembre, Guillaume était beaucoup plus libre que moi, parce que c'était ou lui ou moi, parce que sur la Révolution française, Pauline et Florian, ils nous laissaient. C'est-à-dire que quand il fera un film sur Clovis, ce sera Florian qui s'y collera. Mais là, c'était ou Guillaume ou moi. Et au moment où les avant-premières ont lieu, et où on était invités, c'est Guillaume qui était libre, hein, donc il s'y est collé. Il est rentré, nous a envoyé un message en disant « C'est la même merde qu'au spectacle, et en plus, c'est vraiment un film à chier, je m'en occupe. » Et donc, et nous, on n'y est pas allés parce que... En fait, il y a un moment, j'en ai marre aussi de... J'ai dû lire tous les trucs de Zemmour pour participer au bouquin, la Zemmour, parce que Zemmour aussi, on se l'est fait l'année dernière avec un certain nombre d'historiens, dont Florian et Guillaume qui y étaient aussi. On a écrit Zemmour contre l'histoire, bon...
Donc déjà, lire Zemmour, ensuite regarder les émissions de Secret d'Histoire pour dire que pourquoi ça va pas, passer 4 jours au puits, qui plus est sous la pluie, à bouffer des salades de genièvre, je crevais la dalle, et... alors, en plus, aller voir Vaincre ou Vomir, non, merci Guillaume de l'avoir fait, moi j'en peux plus, quoi. C'est impressionnant en tout cas, hein. Il monte de niveau d'une certaine façon, en mettant autant d'argent. Mais en fait, il y a très peu d'argent. Ah ouais, Mais non, en fait, ce qui est complètement dingue, c'est qu'il a pas coûté cher, ce film, hein. Non, au début, même, ils voulaient faire un documentaire, et puis petit à petit, ils ont transformé en fiction, d'où d'ailleurs ce que nous disait Guillaume, j'ai lu aussi des trucs dessus, mais quelque chose de très hybride et qui ne fonctionne pas. Je suis pas contre la forme hybride, hein. Des fois, ça peut même être extrêmement malin, mais là ça marche pas du tout, il y a des voix off, et en fait, alors que c'est censé raconter des batailles, ils n'ont pas le fric pour filmer des batailles. Donc en fait, c'est mal filmé, c'est mauvais. Enfin, non, il me l'a dit ce matin, parce que j'ai changé, parce que là, je parle toute seule, mais à chaque fois, j'explique à mes copains ce que je vais faire. Et alors, qu'est-ce qu'il me disait, Florian, sur le film ? 4 millions, le budget. Ah oui, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Mais presque 200 salles en France. Mais qu'est-ce que c'est ? Que font les... Enfin, au secours, quoi. Et là, ils ont fait, à leur première semaine, à peu près autant de spectateurs que Babylone en seconde semaine. Donc 580 spectateurs par séance. Pouh ! C'est un bon investissement pour eux, quoi. Mais c'est horrible, Ouais, c'est horrible. Mais c'est ce que je pensais justement, c'est l'utilisation de tous ces moyens-là de propagande inavouée, en fait. Parc d'attractions, écriture de l'histoire, cinéma... Inavoué ou pas, parce que l'article de Valeurs Actuelles sur Vaincre ou Vomir, j'espère que personne... Enfin, ils vont pas tomber sur cette vidéo, sinon je vais terminer en procès. Mais l'article de Valeurs Actuelles dit très clairement, nous devons défendre un nouveau cinéma de droite. Donc, c'est pas inavoué. L'article, il est... Justement, on était assez contents, les 4, parce qu'on l'a bien archivé pour pouvoir le sortir. Parce que des fois, c'est effectivement inavoué. Mais on arrive à des moments où ils sont... Et là l'article, c'est très clair. Ils veulent... C'est une offensive réactionnaire. Je me souviens plus des termes exacts, parce que j'ai juste archivé, j'ai pas encore travaillé l'article. Mais là, c'est avoué. Il n'y a pas de problème. C'est impressionnant. Donc ça veut dire qu'il y aura un nouveau film, sans doute. Ou alors... parce que si ça a coûté si bon marché, il y aura... ils peuvent faire Clovis, ils ont tout le récit est bien en place, hein. Là, c'est Florian qui devrait vous en parler plus que moi, mais le spectacle immersif sur le baptême de Clovis est un concentré, 1, d'erreurs, et 2, de lecture réactionnaire et de l'histoire. C'est complètement dingue. C'est instrumentalisé tout le temps. Ah oui. Par ailleurs, c'est très beau. Enfin, voilà, il y a le baptême de Clovis et il y a une espèce de rideau d'eau et avec un jeu de lumière, je ne sais pas comment ils font. C'est comme si l'eau, c'était une pluie de fleurs de lys. Sachant que le symbole est plus tardif. Mais franchement, c'est assez beau, quoi. Ouais, non, c'est... Ils ont des scénographes qu'ils ont payés. Ouais, mais là, ils veulent faire un train du Puy du Fou. Donc en fait, en achetant des moments de rail, hein, et donc une série de voitures, couchettes quoi, mais de méga luxe, et qui ferait les différents points du patrimoine évidemment catholique et royal de France, terminant au Puy du Fou pour aller voir spectacle d'apothéose, la cinécénie, voilà. Et là, c'est 4 000 € la semaine en train Puy du Fou. Dans le train type Orient Express. Ah ouais, chicos. Ouais, nous, on espère que les arènes vont nous le payer, parce que tant qu'à faire, autant continuer à s'amuser. Le risque, c'est que on n'apporte plus grand-chose, ça y est, on a à peu près tout dit. Non, là, notre nouveau projet, c'est d'aller voir, a ouvert à Paris la Cité de l'Histoire. Alors, cette fois, ils ont pris le 3e larron, c'est-à-dire Franck Ferrand, c'est pas mieux.
Et donc, il faut qu'on aille voir un peu à quoi ça ressemble. Mais là, ce qu'il y a, c'est que Pauline habite dans l'île de la Réunion. Guillaume est très souvent en Italie parce qu'il a un postdoc en Italie. Florian, il est prof à Arles. Donc, il faut qu'on soit tous les 4 à Paris. C'est de réunir l'équipe. Ouais, puis moi, je ne vais pas le faire toute seule. Avec mes copains, c'est plus sympa. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas... Alors, ce serait peut-être une question que je devrais poser à notre ami Julien qui est là-haut. Mais je te la pose à toi. Est-ce qu'on n'est pas, quelque part, ici, dans une forme de version mainstream d'une reconquête des idées par la droite, qui était, en tout cas par voire l'extrême droite, qui avait déjà été initiée il y a longtemps par Alain de Benoît et la Nouvelle Droite. Ah oui, bien sûr. On est juste passé à un échelon grand public, quoi. Ouais, sauf que cet échelon, il est vraiment extrêmement inquiétant parce que c'est des millions de ventes, des millions de spectateurs et spectatrices. C'est énorme, en fait. Sans que ce soit en plus totalement conscient. On n'a pas forcément conscience de voir un truc quasi d'extrême droite ou carrément d'extrême droite, parce que ça se camoufle quand même relativement bien. Des gens n'en sont pas conscients, ouais. Ça, Florian disait que quand il est arrivé dans sa classe, il est prof en collège lundi matin, ses élèves disaient « Ah là là, monsieur, on a vu Vaincre et mourir. Ah, ils sont vraiment méchants, les révolutionnaires. » Et il me disait qu'il avait passé l'heure à rectifier, que ça a été difficile. Sur les gamins, c'est pas facile. Cela dit, mais en parlant des gamins, c'est hyper flippant parce que le Puy du Fou envoie à toutes les écoles de la région des places gratos. Donc, il faut quand même imaginer les instits qui ne peuvent pas forcément organiser des visites et qui reçoivent des entrées gratuites à un parc qui n'est pas très cher. Parce que pour que ça marche, il faut qu'il ne soit pas très cher. Mais enfin, quand même, on sait dans quel état est l'école en France et ce n'est pas évident de faire... Et vraiment, genre, venez visiter, etc. Et donc, ils y vont, ils emmènent les gamins. Et pour avoir discuté plusieurs fois, les gens qui sont scolarisés autour de Puy du Fou, ils l'ont vu 6-7 fois. Ils l'ont vu en CM1, ils l'ont vu en CM2, ils l'ont vu avec la prof de français en 6e. Ils l'ont même parfois vu avec la prof d'histoire, laquelle a peut-être fait un travail après coup, mais en fait... Et c'est complètement dingue. Mais ils arrosent à coups de billets. C'est ça. Mais même, je vois dans ma fac, il y a plusieurs personnes qui m'envoyaient des messages en disant je suis super emmerdée, la maîtresse, alors que je suis en Val-de-Marne, donc propose un voyage au Puy du Fou, c'est le quart, tout est... Et moi, je suis contre, mais je ne sais pas comment dire à la maîtresse. Et en même temps, la maîtresse, elle dit « Attendez, c'est tout payé. Les enfants vont passer une nuit dans l'hôtel, machin chose. » Sauf que voilà, là, il y a quelque chose d'extrêmement problématique. Il y a cette anecdote dans le livre aussi, où vous expliquez comment vous est venue l'idée de travailler sur le Puy du Fou avec ce couple que vous entendiez parler dans le train en allant au rendez-vous de Blois. Non, c'est pas ce qui donne... on avait l'idée avant. C'est Florian et Pauline qui revenaient de Blois et effectivement, donc Blois, c'est les rencontres de Blois, c'est les rencontres historiques où on a un peu tout le gratin, ouais, tout le gratin d'un petit milieu particulier par ailleurs. Donc ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans. Qui vient pour parler à un public amateur d'histoire, c'est-à-dire quand même un peu beaucoup les universitaires qui parlent aux profs du secondaire. C'est pas forcément toujours très sympa, comme bon, bref, ça, je vais me faire tuer. Et voilà. Mais bon. Par ailleurs, c'est des super conférences, un public complètement passionné, et donc Pauline et Florian rentrent, et il y avait des gens qui disaient « Oh ben là, ils revenaient des rencontres, oh, c'était super, on a entendu XXX, bon, peu importe, et alors là, maintenant, on va aller au Puy du Fou, c'est notre semaine histoire. » Et là, ils se disent « Mais en fait, si pour les gens, c'est la même chose, les rencontres de Blois, où on a c'est extrêmement sérieux, et avec, de fait, un souci de vulgarisation et pour parler au grand public. Et ça marche, par ailleurs. Les Blois, ça marche bien. Et de mettre sur le même plan ça et le Puy du Fou. Et là, ils se sont dit, en fait, c'est grave. Mais c'est pas des enfants, là. Non. Mais cela dit, moi, pour avoir regardé là, j'ai regardé les commentaires de TripAdvisor sur 3 ans. Donc, quand même, ça me donnait un certain...
Alors, il y a plein de gens qui ne font aucune référence, mais il y en a quand même plein qui sont très conscients. Et il y en a, c'était assez drôle, je crois que je les cite, franchement, nous sommes venus il y a 10 ans, c'était quand même mieux, c'était plus clairement à droite. Là, je trouve que vous êtes... vraiment, avant, il y avait, et là, il cite une série d'auteurs vraiment très, très réac, certains maurassiens qui étaient avant en vente dans la librairie. Mais comment ça se fait? Ils ne sont plus en vente. Donc il y en a même, ils trouvent que c'est plus assez à droite. Alors que c'était bien un Puy qui défendait nos valeurs. Plus assez vendéen peut-être aussi. Oui, peut-être. Mais donc les gens en ont conscience, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Mais oui, on sait, mais on s'en fout, c'est du divertissement. » Mais ils jouent sur la confusion, en fait. Oui. C'est ça, en permanence. Ouais, C'est dangereux, en fait. Comme vous dites, si les enfants d'école primaire ont leur voyage payé, s'il y avait possibilité de déconstruire ensuite, mais ça se fait jamais. Mais non. Et alors c'est aussi pour ça un peu qu'on a fait ce livre, c'est pour donner des billes, pour aider à déconstruire, parce que c'est pas si facile en fait. Déconstruire prend plus de temps que c'est ça, ouais. de construire quand ça a été en plus matraqué. Mais de fait, Florian et je crois que c'était Florian et Pauline, ils ont fait une rencontre à Blois cette année autour du Puy du Faux, et ils nous ont dit à Guillaume et à moi qu'ils avaient des super retours des collègues qui disaient ça nous permet d'avoir vraiment des éléments faciles pour parce que et même moi je suis spécialiste du 19e siècle. Le spectacle de Clovis, je vois bien qu'il y a des trucs qui vont pas, mais je peux pas exactement. Donc là, l'idée c'était vraiment de donner. Mais en même temps, on voulait pas faire une déconstruction simplement vrai-faux, spectacle sur spectacle. C'est pour ça qu'on a pas mal travaillé pour essayer d'arriver à cette approche qui est plus thématique et qui est plus analytique du. Parce que faire juste un fake-checking, finalement c'est Pauline qui s'y est collée sur le stadium, parce qu'on s'est dit tout le monde va nous attendre sur le fact-checking de la Révolution française. Ça a déjà été fait plein de fois, donc on laisse tomber. Et le moment où on dit ok, on peut vous le faire, on montre, mais c'est pas finalement le plus intéressant. Le plus intéressant est de comprendre quel discours, pourquoi ce discours et quelle est sa dangerosité, parce que c'est ce qu'on dit surtout, c'est que c'est extrême. Voilà, voilà. Mais elles disent quelque chose. Elles disent quelque chose. Et finalement, c'est dans cette récurrence de la trame narrative, c'est dans cette lecture. Xénophobe, aristocratique, anti-républicaine, anti-parlementaire, anti-égalitaire, qui a le problème le plus important. Heureusement qu'il a décidé de ne pas participer aux élections, dis donc. Ouais. Pourtant, il a participé une paire de fois. Localement, il a été plusieurs fois élu. Hein. Oui. Non, il a eu plusieurs mandats. Même une marionnette au Guignol à l'époque. Oui. Quand même, Et là, la dernière fois, quand on écrivait le livre, on ne le savait pas, on le sentait venir. Mais on ne savait pas, il a soutenu Zemmour aux élections. Même si, à nouveau, Zemmour est beaucoup plus misogyne, beaucoup plus raciste, beaucoup plus... il est complètement obnubilé par les questions coloniales et de la guerre d'Algérie, alors que De Villiers, non. Il n'y a pas ça. Les notions de grand remplacement. Ça, il n'y a pas trop... Alors, peut-être dans des discours politiques, mais au Puy, non, il n'y avait pas du tout ça. Bon, cela étant dit, il y a... il n'y a pas... Tous les spectacles, tous les acteurs, toutes les actrices sont tous blancs. On est dans une veine traditionnaliste. Voilà, c'est ça. Contre-révolutionnaire. Ouais. On est vraiment dans cette droite-là. Ouais. Sans Napoléon. Sans Napoléon. Sans Napoléon. Effectivement. Ouais. Mais il semblerait qu'il y ait un projet de spectacle sur Napoléon, à mon avis, plus pour répondre à une demande du public que vraiment, parce que
avec 10 spectacles, s'il avait eu à cœur de parler de Napoléon, il l'aurait mis. Le royaliste de Villiers, Napoléon, ça serait... Bien sûr, bien sûr. C'est pas son personnage. Oui, oui, bien c'est sûr. Figure de proue, quoi. Oui, oui, bien sûr. La partie à la parole, il faut laisser aussi de l'espace. Ouais, je vous en prie. Non, lui, son machin, c'est l'Ancien Régime. Hein, c'est Louis XIV, mon amour. Voilà, quoi. Je te prends au mot. Ah non, mais c'est pas le combat, c'est juste que. Non, mais... Il y a un espace et une proximité, ça Non, c'est un je- point positif. Je me retourne vers la scène. De laisser la Michel place à Est-ce qu'il existe un contre-exemple, un parc ou peut-être musée, peut-être pas aussi parc d'attractions et d'entertainment, qui serait un peu de gauche? En France? Oui, ou peut-être un peu ouvrir alors là, peut-être pas en France, mais Bah, qui aurait un discours en tout cas, ou peut-être pas aussi décalé dans l'histoire, ou aussi peut-être avec beaucoup de fact-checking, etc. dans l'histoire, mais qui aurait quand même un discours qui serait plus progressiste, on va dire comme ça. Les Ward, l'écomusée de les Ward, très clairement. Donc, ouais, celui-là, oui. Bon, ici, à la Cité Miroir. Mais, hein? Non, rien. Ça consiste en quoi? Les voir, moi, je connais pas ça. Alors, c'est donc un carreau de la mine qui est resté c'est un des rares états où les comment ça s'appelle, les chevalets. Hein? Chasse et bolette, on dit chez nous. Ah ouais, bah voilà. Et qui a été conservé. Par contre, il y a plus là-bas, il n'y a plus les. Alors vous dites Crassier, nous on dit Terry, mais Terry aussi. Ouais. Et donc il y a le carreau et les installations. Alors il y a une fausse mine, mais qui est pas en profondeur, qui est en fait qui est à hauteur, qui est creusée en rez-de-chaussée, mais on nous fait croire qu'on descend parce que le bord de l'ascenseur il bouge. Alors moi, quand j'ai emmené mes étudiants, ils étaient « Oh, madame, on va être... Et puis j'aurais fait croire qu'on était sous-sol, et puis quand ils ont vu qu'ils captaient, ils trouvaient ça quand même bizarre de capter à moins 50, parce qu'on leur avait dit que c'était à moins 50. Bon bref, mais la visite est plutôt bien faite, hein, et surtout, depuis quelques années, ils ont créé tout un tas d'expositions permanentes, appuyées sur des documents d'archives avec plein de choses qui, justement, enfin, il y a plein de choses sur la vie quotidienne, une approche de genre, intersectionnelle, tout est là. Et j'ai été très, très, très agréablement surprise de voir les nouvelles collections permanentes qui sont très bien et qui sont... Là, en plus, aussi clairement, la nana qui nous l'a fait visiter, elle assumait très clairement que ce qui change les choses, c'est le mouvement social, que le moment où les mineurs l'ont emporté, c'est quand ils ont fait grève. Enfin, il y avait... là, c'était vraiment le contrepoint. Et par ailleurs, les Ward et le centre qui rassemble, archive, valorise, numérise toutes les archives du monde du travail de la mine. Donc c'est aussi un centre de recherche. Ça s'écrit comment, les Ward? L-E-W-A-R-D. Comme ça se prononce. À Valenciennes. C'est à Valenciennes. Bon, c'est juste que il y a ce... Et nos Français. Ouais. Pas loin. Nos Français, Juste à côté. l'Alsace-Lorraine, faites le tour de l'Hexagone. Et vous savez que la France est le premier pays qui a rogné partout depuis François Ier, en fait. Hein. Non, mais franchement, il est bien. Ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je peux me permettre une petite question. Il me semble que vous ne portez pas ces chairs dans votre cœur. Non. Dans les premières phrases de votre bouquin, vous le soupçonnez d'avoir profité de la mansuétude du jury qui lui a octroyé son doctorat. Mais c'est pas à la Sorbonne qu'il a eu son... Non, c'était à Lyon. D'après Wikipédia, c'est un Sorbonnard. Hein. Ah ouais. En tout cas, son directeur de thèse, hein, c'est Chonu, Pierre Chonu, qui est l'un des derniers historiens réactionnaires de la Révolution française. Hein. Et en fait, les membres du jury sont que des gens proches de Chonu. Et par la suite, parce que il y a des gros problèmes de méthode en fait dans le travail de ces cherches, c'est-à-dire que
Il ne multiplie pas ses sources, il ne croise pas ses sources, il fait reposer son travail sur 4 documents sans les contextualiser et sans se poser la question de leurs conditions d'énonciation et de production. Il ne définit pas ses concepts. Enfin, je veux dire, ce qu'on reproche à un étudiant de M1, il ne le fait pas. Donc il y a des gros problèmes de méthode. Mais il y a un de ces bouquins qui a une postface de Stéphane Courtois, extrêmement flatteuse. Hein. Ouais, alors Stéphane... J'ai le bouquin ici, je peux vous lire quelques passages, hein, c'est extrêmement flatteur pour ce cher. Oui, alors cela dit, Stéphane Courtois, c'est un anticommuniste primaire. Vous n'aimez pas. Bah, c'est des historiens. Extraordinaire. Hein. Stéphane Courtois? Il a fait un bouquin extraordinaire. Hein. Bah, lequel? Le livre noir de l'URSS ou de la gauche bah, pareil, c'est une mauvaise utilisation de sources pour uniquement servir une cause anticommuniste primaire et pas très maligne, quoi. Voilà. Bah oui, mais c'est vrai en même temps, c'est historiquement pas solide. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème avec les historiens de droite, à condition qu'ils travaillent sérieusement. À condition que ça s'appuie sur des sources, que ce soit croisé, qu'il y ait de l'administration de la preuve, qu'il y ait de la remise dans le contexte des productions. Si c'est pas le cas, on peut aussi changer, prendre n'importe... Moi, on peut faire ce qu'on veut, hein, prendre une source, ne regarder que ce qui nous intéresse, et là, on fait ça. Or, Courtois, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que ne retenir que les sources qui sont à l'appui de sa démonstration que le communisme, dès le départ, est une catastrophe. Et c'est cher, ne retenir que les sources qui lui permettent de dire qu'il y a eu une volonté génocidaire en Vendée, sachant que par ailleurs, il ne définit pas génocide, ce qui pose problème quand c'est dans le titre, si je puis me permettre. Apollodée l'a décrit parfaitement, ce qu'est le génocide. Il a inventé toutes sortes de néologismes aussi. Hein. Il a néo-populicide, ce genre de choses, hein, ou néo... j'ai oublié le nom. Oui, mais lui ne définit pas. Oui. Sécher fait un bouquin dans lequel il dit qu'il y a un génocide vendéen, sans définir ce que c'est qu'un génocide. Donc comment peut-il démontrer que... Pour lui, hein. Oui, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on travaille en histoire. On définit ses concepts. Pour savoir de quoi on parle. Oui. Oui. Donc, une définition juridique homogénétique. Et qui plus est problématique. Ouais. Donc, on est bien d'accord. Ouais. Sauf ça. Moi j'ai une petite question. Donc le journaliste Hugo Clément, il avait aussi il y a quelques années, je crois 2 ou 3 ans max, attaqué, il avait dénoncé l'utilisation des animaux au prix du faux. Il avait aussi lui aussi eu un gros backlash par rapport à ça. Bon, on aime ou on n'aime pas Hugo Clément, c'est toute une autre question. Mais moi je me demandais plus au point de vue historique, est-ce que justement l'utilisation des animaux est-ce qu'elle est fondée, est-ce qu'elle est... historiquement, est-ce qu'elle est, on va dire, justifiée? Merci. Et ou est-ce que c'est vraiment juste aussi pour faire des spectacles avec les animaux et tout ça? Enfin, j'ai plus ou moins entendu qu'il y avait un truc avec les faucons. Enfin, moi, j'y suis jamais allée. Alors, la façon dont on pouvait traiter les animaux, on n'a aucune expertise pour le juger. Les lions n'avaient pas l'air en méga forme, le reste, les chevaux... Il y a des lions. Il y a des lions, mais enfin... Même moi, je pense qu'ils ne m'auraient pas fait peur. Ils avaient l'air vraiment bien fatigués. Mais les chevaux, je connais un peu le cheval. Hein, ils étaient en très bon état, les chevaux. Donc ça, mais... après, je ne comprends pas forcément la question, mais des animaux dans les spectacles, il y en a. Hein, en revanche, ce qui est intéressant, et c'est marrant parce que là, c'est moi qui m'en suis chargée, mais... parce que en fait, je me suis fait aider par mon père à ce moment-là. Il y a partout dans le parc, il y a des espèces de micro-fermes. Donc on passe devant un enclos avec des poules, un enclos avec certains cochons, un enclos avec certaines vaches. Et il y a la vache du machin, vieille race du XIIIe siècle. Et moi, je me dis, une race de vache au XIIIe siècle, ça me paraît bizarre. Donc j'appelle mon père qui est un des spécialistes de l'histoire des races animales et qui me dit non, mais les races, c'est complètement inventé au XIXe siècle. C'est l'aristocratie anglaise et française qui
qui a sélectionné les vaches dans un souci de rentabilité. Maintenant, c'est par ailleurs repris dans des logiques uniquement capitalistes, de faire des vaches avec des pieds énormes ou alors des cuisseaux énormes. Et actuellement, de fait, il y a un mouvement général de retour à ne plus les sélectionner uniquement sur leur productivité, mais sur leur adaptabilité au climat, au terrain, voilà, au milieu, et qu'on peut retrouver effectivement, alors c'est pas des races, hein, mais des vaches qu'on essaie de recréer un peu comme ça. Mais dire que, parce que c'est pareil, c'est le Puy du Fou conserve les mêmes vaches depuis le XIIIe siècle, les mêmes poules depuis le XIIe siècle, les mêmes cochons depuis le XIIe siècle, alors qu'en fait, quand j'ai montré les images à mon père et qu'on a parlé, parce que lui, il est plutôt vache, mais il a des copains cochons et des copains poules, et il disait non, ça, c'est pas du tout, c'est un truc qui est importé, qui justement, parce que ça permettait de lutter contre telle maladie. De toute façon, maintenant, les animaux, ça a complètement... donc, mais voilà, il y a et nous, je raconte l'histoire des vaches. C'est pour ça que mon père est remercié, parce qu'il nous a aidés sur les vaches. Ça, aucun d'entre nous n'était bon aux vaches. Pas de bon en tout. Mais non. Et encore une question. Les détricoteuses ne continuent pas. On a arrêté parce que ça nous demandait un boulot de dingue, en fait. Et en fait, au bout d'un moment, et Laurence et moi, on était épuisés. C'était un par mois. Dès qu'on en avait fini une, il fallait trouver l'autre. Et on était fatigués. Et je pense qu'en fait, Mediapart, on leur demandait pas beaucoup, mais ça leur coûtait plus cher que s'ils le faisaient eux-mêmes avec leurs propres journalistes. Donc ça s'est arrêté. Voilà, enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît cette émission, hein, mais en tout cas, on parle beaucoup, je veux dire, du point de vue médiatique. Hein, et c'est ça qui est impressionnant avec ici ce parc, mais aussi tout l'arsenal médiatique qu'ils ont quand même, hein, parce que la France aime l'histoire, hein, mais la droite aime encore plus l'histoire. Et il y a beaucoup de choses qui se sont faites pour contrebalancer d'un point de vue médiatique, vidéo, quoi. Je veux dire, et vous y avez contribué avec cette émission-là. Qui est très chouette, hein, mais qui est en partie payante, si je me souviens bien. Non, c'est tout sur YouTube. Ah, très bien. Non, en fait, justement, Mediapart avait tout de suite mis sur YouTube. Ça n'a jamais été payant, les détricoteuses. Alors, c'est sur Arrêt sur Image que c'est payant, ouais. C'est ça. Qui, par ailleurs, est une excellente émission aussi, quoi. Mais vous avez parlé de Boucheron, hein, qui fait une émission fantastique. Sur Arte, faire l'histoire, c'est très bien, ouais. Ouais, Arte, c'est vraiment le bastion, quoi, hein, en quelque sorte. Mais est-ce qu'il n'y a pas un projet ou l'autre dans lequel vous voulez collaborer d'un point de vue médiatique un peu d'envergure? Ils ne proposent pas. Non. Non, là, Arrêt sur Image, je le fais moins parce que Daniel Schneiderman a pris sa retraite. Et c'est surtout avec lui que je travaillais, je m'entendais bien avec lui. Et puis, il y a un moment aussi, des fois, il faut changer. Et là, c'est Blast qui m'a proposé de faire des vidéos pour Blast. J'en ai déjà fait une à partir sur le Puy du Fou, justement à la bataille culturelle contre l'extrême droite. Et moi, je suis assez d'accord. Enfin, voilà, faire de l'histoire des luttes. Parce que moi, je sais même pas faire ça, là, un truc avec machin. Donc, je peux pas faire un machin YouTube, ça marche pas, je sais pas faire. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui le fasse. Alors, je vais voir, ils m'ont dit qu'ils allaient m'appeler, donc peut-être sur Blast. Après, il y en a plein d'autres que moi, hein. Faut changer de tête un peu aussi. Hein. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a des coûts en termes de carrière, de faire le choix de la vulgarisation et de la médiatisation. Et je comprends que des collègues n'aient pas envie de le faire parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir un coût en termes de carrière. Moi, j'ai décidé que je m'asseyais dessus et que, bon, tant pis, voilà. Mais même s'ils enlèvent mon âge à la retraite, c'est pas dans si longtemps que ça. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes collègues qui ne veulent pas, en fait. Ils ont envie d'être profs, ils ont envie d'avoir des facs meilleures. Moi, je suis très, très heureuse dans ma fac, donc que je bouge pas, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est quelqu'un comme Nota Bene. Je ne regarde pas spécialement ce qu'il fait,
mais il sait compter sur une équipe d'historiens, dont William Blanc, que vous avez évoqué tout Et à l'heure. Nota Bene, il demande beaucoup, il est très ouvert. Il y a beaucoup d'échanges entre plein d'universitaires et Nota Bene. Et non, moi, c'est bien ce qu'il fait. C'est vraiment chouette et ça marche. Et de fait, quand il a une question qu'il n'est pas sûr, il commence à avoir un réseau de chercheurs et de chercheuses et qui sinon lui donnent d'autres noms. Et il y a un échange, il y a vraiment des transmissions entre. Pareil, Manon Bril aussi. Je la fais venir à mon séminaire dans 3 semaines. Ça y est, c'est fini. On avait dit qu'il est là. Cette pellicule. Oui, c'est ça. De toute façon, je crois qu'il est effectivement là, un peu de 14h, quasiment, 13h58. C'est l'heure de manger. Voilà, oui, l'heure de manger, enfin bon. En ce qui me concerne, c'est fait, mais. Moi pas. Pour les autres, vous faites comme vous voulez. En tout cas, Mathilde Dallaire, merci beaucoup. Un grand merci pour cette présentation. Merci à Barricade de nous avoir accueillis. Merci à mes collègues des territoires d'avoir organisé cette rencontre et d'avoir proposé de l'animer. Et merci à vous tous, toutes et tous, d'être venus nous écouter. Un grand merci et bon après-midi. Vous pouvez retrouver Mathilde Dallaire ce soir.